Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est sur cette image, cette photo, les présidents Ibeka et Amadou Toumani Touré aux côtés du Présidium, les facilitateurs du dialogue national inclusif, que débute ce débat du dimanche. Justement, nous allons parler de ces conclusions du dialogue national inclusif. On va également parler de la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire et puis la Guinée, ce discours du président Alpha Condé qui n'écarte pas l'hypothèse d'un référendum. L'opposition pense plutôt qu'il veut briguer un troisième mandat. Des questions qui seront abordées par nos invités. Baba Dakoro, chercheur à l'ISS Bamako. Makan Kone, directeur de publication de Nouvelle Libération. Badou Sidi Koba, directeur de publication de Carrefour. Et Serge Daniel, journaliste écrivain. C'est ce dimanche qu'a pris fin la visite d'État du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Après avoir rencontré à Port-Boué les forces françaises, Emmanuel Macron a inauguré des infrastructures à Abidjan et Bouaké. Il a donc rencontré les forces françaises à Port-Boué. Une synthèse de cette visite à travers cet élément déjà. Les acclamations à leur entrée dans la salle, signe qu'ils sont attendus. Et l'adresse du président français l'est encore plus. Emmanuel Macron donne le ton à l'entame de son discours. La sécurité des Français est un impératif. Il annonce qu'il entend donner une nouvelle force à la lutte anti-djihadiste au Sahel. Nos soldats, dans le cadre de la base opérationnelle avancée ici, en terre ivoirienne, sont un maillon de notre engagement, non seulement dans le golfe de Guinée, mais aussi au Sahel, contre le terrorisme. Hommage aux forces françaises, satisfait d'une opération de Barkhane menée récemment au Mali. Le président français Emmanuel Macron salue la résilience française face à la menace djihadiste. La Côte d'Ivoire est le deuxième partenaire économique de la France en Afrique, selon le chef de l'État français et son troisième fournisseur. Une relation économique qui doit être du moins maintenue ou s'accroître pour un succès durable dans un environnement économique aussi concurrentiel que l'est le marché ivoirien. Le président français se dit confiant quant à la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Je sais que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire prévues à la fin de l'année 2020 suscitent parmi vous des interrogations, peut-être chez certains des appréhensions. Je suis pour ma part confiant. Une visite à mi-parcours ponctuée de rencontres déterminantes. Le président Emmanuel Macron va rendre hommage aux 9 soldats français tués dans le bombardement du lycée Descartes de Bouaké en 2004. Badou Sidi Koba, 2-3 éléments dans ce reportage. La sécurité dans le Sahel, Emmanuel Macron en a parlé, et puis également la politique avec la présidentielle ivoirienne de 2020. Bon, il fallait s'attendre à ces propos du président Emmanuel Macron parce que c'est deux facteurs essentiels. Vous savez, il ne pouvait pas visiter la Côte d'Ivoire sans quand même parler des questions sécuritaires parce que la Côte d'Ivoire n'est pas loin du Sahel, c'est un pays côtier, mais qui est directement proche du Mali, du Mali et du Burkina, c'est deux pays qui sont confrontés au djihadisme. Donc, sa venue était une nécessité. Et quand vous suivez son discours, il a tenu quand même un discours de fermeté, un discours pour dire encore une fois que la France est déterminée vraiment à combattre le terrorisme dans la zone Sahel, pourvu que les pays de la région clarifient leur position. Et au-delà de cela, il a parlé de l'élection présidentielle. Effectivement, le souhait de la France aujourd'hui est qu'il y ait des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest francophone. Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est toute l'Afrique de l'Ouest francophone qui risque d'en pâtir. Oui, Baba Dakono, sur cette visite.
Oui, effectivement, je crois qu'en évoquant les questions sécuritaires, le président Macron rappelle une des dynamiques aujourd'hui de l'engagement français dans le Sahel, c'est que des pays voisins du Sahel comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, représentent des enjeux économiques très importants pour la France. Donc, pourrait subir directement la dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel. Mais au-delà de ça, ce discours s'inscrit également dans une perspective, celle des chefs d'État ouest-africains qui aujourd'hui ont compris que l'expansion de la menace, ce n'est plus le Sahel. Aujourd'hui, c'est une menace ouest-africaine. On a vu qu'il y a quelques mois, cette prise d'otage à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso qui a rappelé à tous les acteurs qu'effectivement, nous sommes de plus en plus dans une menace ouest-africaine. Moi, je crois que ce que j'apprécie Macron, c'est qu'il a de la vision. Il voit déjà les choses venir. Et puis, il prend les dispositions. Je crois que cette visite en Côte d'Ivoire rentre, à mon avis, dans deux cadres fondamentalement. D'abord, c'est par rapport à la lutte contre le terrorisme et tout. Aujourd'hui, qu'il a des petits soucis éventuellement avec les G5 Sahel, je crois qu'il veut un peu se rabattre sur la Côte d'Ivoire, qui est un pays côtier, qui n'est pas aussi à l'abri du terrorisme. Je ne le souhaite pas. Et puis, je crois également qu'il veut aussi parler. Il se projette par rapport à 2020. Et les élections en Côte d'Ivoire qui ont un gros enjeu et qui sont susceptibles de créer une petite crise que je ne souhaite pas également en Côte d'Ivoire. Donc je crois que par rapport à ces deux points, c'est bien déjà qu'il aille là-bas, et puis peut-être qu'on va parler aussi économie, mais c'est bien que déjà aujourd'hui il commence à prendre langue avec les différents partenaires et surtout avec le président Ouattara. Premier commentaire, c'est moi je pense que d'abord il est l'effet de la politique intérieure en Côte d'Ivoire. Il est allé voir les troupes françaises. Quand il quitte l'aéroport, il va voir les troupes françaises. Donc c'est la politique intérieure, parce que je pense que là où il est aujourd'hui, il doit être en train de penser à la prochaine présidentielle. Donc les pertes que la France a subies la dernière fois dans le Sahel. Donc d'abord, il est l'effet de la politique intérieure française en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, c'est très intéressant ce qu'il dit par rapport à Abidjan. On a l'impression qu'en fait, il veut qu'Abidjan soit désormais le hub du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest dans la stratégie de lutte contre le terrorisme, parce que, vous savez, il y a une école, une structure importante de lutte contre le terrorisme qui est en train de se créer en Côte d'Ivoire. Ça me rappelle un peu au départ, il y a eu l'opération Serval donc au Mali, mais quand il a créé Barkhane, il est allé installer le hub de Barkhane au Tchad. Donc là, à mon avis, je pense qu'il fait aussi un peu de la géopolitique, mais de la politique intérieure française. Oui, puisque Badou Sidikoba, la Côte d'Ivoire n'a pas été épargnée par les attaques djihadistes. On se rappelle Grand Bassam. Et puis, par rapport au fait qu'il est réveillonné en avance avec les troupes françaises, certains avaient souhaité que ce soit le Mali, que ce soit Gao, puisque les deux dernières éditions, c'était le Niger, c'était le Tchad. Stratégiquement, on aurait souhaité peut-être que ce soit le Mali, Gao, par exemple. Stratégiquement, beaucoup ont souhaité que ce soit Gao, mais au-delà de cela, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire quand même est stratégique dans les dispositifs militaires de la France, dans la mesure où le 43e Bima est là-bas il y a très longtemps. Baba Dakono l'a rappelé, il n'y a pas longtemps, il y a eu des enlèvements de touristes dans le parc de la Pendjari. Donc c'est des alertes qui ont prouvé que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, est une puissance économique, mais la Côte d'Ivoire est un État vulnérable. Nous savons tous que la Côte d'Ivoire, c'est la chasse gardée de la France. Surtout que Bolloré a beaucoup investi en Côte d'Ivoire, donc la France ne permettra jamais à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Et au-delà de cela, Macron aussi veut ménager l'opinion publique. Parce qu'il est entre le marteau de l'opinion publique française et l'enclume de l'opinion publique du Sahel. Donc, impérativement, il faut qu'il redore ce blason. Donc, d'un côté, il veut montrer à son opinion qu'il est avec ses troupes, il est allé vers ses troupes pour comprendre ce qui se passe, pour encourager ses troupes. Et au-delà de cela, il faut ménager aussi l'opinion publique d'Israël qui pense que la France ne fait pas assez dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi il a rappelé lors de sa conférence de presse qu'il y a une bonne nouvelle, parce que la force Barkhane est parvenue à neutraliser vers la frontière mauritanienne 33 terroristes. Justement, cette information a été donnée, Baba Dakono, à Abidjan. Il y a comme une volonté, une alerte par rapport à la Côte d'Ivoire, les pays côtiers, que la menace djihadiste terroriste ne descende pas vers la côte. La Côte d'Ivoire peut être un rempart.
contre tout ça? Mais rempart ou pas, ça dépend de la capacité d'anticipation de cette expansion et de l'ampleur que la descente de la menace vers les pays de la côte pourrait avoir. Parce que jusque-là, ce qu'on voit, c'est que les groupes armés qualifiés de terroristes semblent avoir une longueur d'avance en termes d'anticipation sur les dispositifs sécuritaires, y compris militaires qui sont déployés. On a vu avec le déploiement de la force conjointe du G5 qui a comme cette volonté pour les groupes de sortir de ce mécanisme régional. Donc c'est ce qui explique un peu, juste après, en 2017, la mise en place de cette force conjointe. On a vu l'activisme des groupes qualifiés de terroristes se développer dans la région de l'Est du Burkina Faso et progressivement descendre vers les pays de la côte, le Bénin, le Togo et le Ghana. Donc il y a cette anticipation ou cette longueur d'avance qu'ont les groupes. Donc le succès ou l'insuccès de l'intégration des pays côtiers dans les mécanismes de prévention dépendra de l'anticipation qu'on pourrait avoir et de sortir de ce discours militaro-militaire qui est important. Les actions sécuritaires sont importantes, mais dans la prévention, il faut également avoir un regard sur ce sur quoi l'insécurité a prospéré, notamment dans les pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour véritablement les prendre en compte d'un point de vue endogène dans ces pays côtiers pour justement éviter qu'une menace ne prospère et deviennent plus complexes à gérer. Oui. Je voulais ajouter que jusque-là, on a des groupes terroristes, mais de plus en plus, on a plus que des groupes terroristes, on a des armées terroristes, puisque les djihadistes fonctionnent également comme une armée régulière, ils alternent embuscade et véritable opération armée. Et donc, s'il va en Côte d'Ivoire, je le répète, je suis quelque part persuadé qu'il me fait d'Abidjan le hub, si vous voulez, à la fois du Sahel un peu et en même temps de l'Afrique de l'Ouest. Surtout qu'il a des ressortissants là-bas. C'est passé rapidement dans l'extrait, comme vous avez dit. C'est pour ça que je dis, il est évident qu'il va faire de la politique intérieure française en Côte d'Ivoire. Justement, de l'économie, il en a été question lors de cette visite du président Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire avec la fin du franc CFA. Jussi l'annonce avec le président Alassane Dramane Ouattara. À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'éco. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. Voilà, Magan Koné, c'est une page qui se tourne depuis de longues années. La CEDEAO en parlait, une monnaie unique à l'horizon 2020. Et c'est maintenant une réalité avec cette annonce du président Alassane Ouattara. Ça devient une réalité, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, il ne faut pas qu'on pense que c'est dès 2020 que on va finir avec les CFA et tout. Moi, je crois que c'est la procédure qui va être enclenchée sérieusement. Techniquement même, on ne peut pas changer de monnaie en 2020. D'ici une année, moi, je crois que ce n'est pas possible. Je ne suis pas un économiste et tout, mais je crois que ça va être très difficile. Mais vraiment, mon inquiétude, c'est de responsabiliser des Français. On connaît notre gouvernance ici en Afrique et tout. Les gens qui vont être chargés de faire ça, quelle sera leur moralité, et puis les réserves qui sont là-bas déjà. Vous voyez, je parle terre à terre comme ça, comme le journaliste simple qui veut comprendre, qui se pose des questions. Les réserves d'argent aujourd'hui qui sont là-bas et tout, qu'est-ce que ça va devenir? Maintenant, le terme de la France reste garante et tout, il faut qu'on nous explique tout ça également, quoi. Oui, Badou Sidikoba, peut-être
ça a été demandé par la société, une partie de la société civile africaine. Et est-ce qu'on peut, de ce point de vue-là, comprendre un peu les inquiétudes de Macan? Puisque c'est nous-mêmes, sinon une partie de la société civile qui a demandé tout cela, cette réforme-là. Apparemment, c'est l'ensemble des forces vives des pays de la zone francophone qui ont demandé vraiment la remise en question du franc CFA. Parce que pour connaître le franc CFA même, il faut parler de l'historique du franc CFA. Vous savez, en 1945, il y a eu la création des francs des colonies d'Afrique. Ensuite, à partir des années 60, il y a eu la communauté financière d'Afrique, le franc CFA. Donc, à partir de cet instant, certains États ont décidé de prendre leur souveraineté monétaire. C'était le cas du Mali, par exemple, et c'était le cas de la Guinée-Conakry. Donc, ces pays, les leaders de ces pays ont estimé, par exemple, je vais parler de Modibo Keïta et d'Ahmed Sékou Touré, donc ces leaders ont estimé que rester dans le franc CFA, c'est une autre forme de colonisation. Donc, c'est pourquoi ces pays-là ont décidé d'abandonner le franc CFA. Mais l'idée même de la création de l'ECO, il faut le dire, remonte à 2000. Vous savez, il y a la ZMAO, la zone monétaire ouest-africaine, qui regroupe le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana et la Guinée. Donc ces pays ont décidé de créer une monnaie unique, l'ECO. Donc, et la création de cette monnaie a fait écho en Afrique de l'Ouest francophone. Donc les pays francophones aussi ont décidé vraiment de la création de leur propre monnaie pour abandonner définitivement le franc CFA. Et le président Alassane Dramane Ouattara l'a rappelé. D'abord, il faut changer le nom, amener le nom ECO. 50% des réserves qui se trouvent en France vont venir au niveau de la Banque centrale. Et troisièmement, la France va se retirer du conseil d'administration de la Banque centrale. Babara Gono, ECO, une monnaie qui fait écho finalement. Oui, qui semble avoir fait écho. Et c'est justement ces circonstances peut-être qu'il conviendrait de rappeler, parce que cette décision intervient dans un contexte qui est caractérisé par peut-être 2 à 3 événements qui peuvent passer inaperçus. Le premier, c'est que le principe du franc CFA, donc l'ensemble des systèmes économiques et monétaires qui reposent sur le franc CFA, repose sur un contrat qui arrivait à terme. Et parallèlement, à la fin de ce contrat, il y avait des voix de plus en plus qui se faisaient entendre pour dénoncer ce franc CFA qui était perçu par de nombreux acteurs, y compris la jeunesse africaine, comme une monnaie encore un des points de la colonisation qui a subsisté, qui subsiste après le départ de la France. Et donc c'est comme ces événements ont été saisis par les différents responsables. Je crois que le processus a commencé depuis juin 2019. Et là, c'est peut-être l'aboutissement du début d'un processus. Macan l'a rappelé tout à l'heure, on ne peut pas s'attendre à des billets éco qui vont circuler peut-être dans la prochaine ou même les 2 prochaines années. Tout ça prend du temps. Le ministre béninois des Finances l'a rappelé. Il a partager l'agenda, c'est l'adoption du nom, puis les autres mécanismes vont intervenir après. Donc pour répondre à votre question, oui, ça fait écho, mais est-ce que c'est à la hauteur des souhaits jusqu'à présent? Je ne suis pas convaincu. Moi, je reste persuadé que c'est d'abord une décision politique, ce n'est pas une décision économique. Donc, si vous avez, comme vous le disiez tout à l'heure, 20 millions sur votre compte à la BDM, votre compte à 20 millions, ça va pas être moins de 20 millions d'échos, si vous voulez. 20 millions CFA égale à 20 millions d'échos. C'est une décision politique, parce qu'effectivement, et là je partage votre point de vue, les autorités françaises prennent quand même en compte tout ce qu'il y a eu comme mouvement de la société civile, que ce soit au Mali, un peu partout. Et pour dire attention, parce que vous parlez tout à l'heure de franc CFA comme compagnie financière d'Afrique, certains diront colonie française d'Afrique, si vous voulez. Donc, il fallait quand même à un moment, pas faire une dichotomie, mais prendre quand même cette liberté. Mais attention, il faut que nous puissions gérer bien nos affaires. Parce que si nous ne gérons pas bien nos affaires, nous allons regretter le système qui était en place jusque-là. Voilà, justement, un dernier mot sur cette visite du président Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire avec cette signature de Freddy Matar Silla, puisque juste après Abidjan, Emmanuel Macron doit effectuer une escale de 3 heures à Niamey. Et voilà, sur la signature, quelqu'un qui ressemble à Emmanuel Macron qui dit « Dis-moi, Souri Diatta ». Après le Niger, en commençant par la Côte d'Ivoire, qu'attend sérieusement le Mali de moi avant et après la grande rencontre de Pau? Et derrière,
une personne qui ressemble au chef de l'État malien, évite de jouer le Rambo et rend beau le respect pour les pères au nom de Contrani Sané. Une signature de Frédéric Matar Sylla de Mine 10. Deuxième thème de ce débat du dimanche, ça y est, c'est fait. Le président guinéen Alpha Condé soumettra un projet de nouvelle constitution aux Guinéens. Il l'a annoncé jeudi dernier au cours d'une allocution radio diffusée. Là-dessus, le commentaire de Noël Dara. Dans son allocution, le président guinéen a indiqué qu'une commission technique a déjà travaillé sous la conduite du ministre de la Justice qui a produit un avant-projet de constitution. Alpha Condé a expliqué que depuis un certain temps, le débat sur l'opportunité, la nécessité de doter la République de Guinée d'une nouvelle constitution en remplacement de celle de 7 mai 2010 s'est inscrit dans le pays. Au regard du caractère fondamental contradictoire de la position légitimement exprimée et vu les recommandations formulées par le chef du gouvernement, j'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de constitution. Comme l'exige la constitution en vigueur, Alpha Condé dit avoir saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'avis consultatif sur le texte de l'avant-projet, dont copie lui a été envoyée à cet effet. Il a indiqué que ce projet fera l'objet d'une large vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain. Alpha Condé s'est une nouvelle fois gardé de déclarer s'il comptait briguer sa propre succession fin 2020 à l'expiration de son mandat actuel. Alpha Condé doit partir en 2020. Il a fait 2 mandats. Après ces deux mandats, il doit s'en aller. Le peuple de Guinée a besoin de quelqu'un d'autre. Depuis des semaines, la Guinée est le théâtre de manifestations de masse contre une révision de la Constitution. Voilà, Badou Sidikoba, le président Alpha Condé qui pense que la Constitution a besoin d'un toilettage et l'opposition pense plutôt qu'il veut briguer un 3e mandat. On est dans un dialogue de sourds. On est dans un dialogue de sourds. Et le temps a donné à Kélé Fassal, l'ex-président de la Cour constitutionnelle qui est d'ailleurs décédé, parce qu'en son temps, il avait fait savoir à Alpha Condé que lui ne voit pas la nécessité de la révolution constitutionnelle. Donc il a été purement et simplement débarqué, il est décédé. Parce que si nous entendons le discours d'Alpha Condé, on a l'impression qu'il veut réellement modifier cette constitution. J'ai lu un document avant de venir. Dans ce document, il est clairement dit qu'en modifiant la constitution, il veut amener le mandat à 6 ans. Et s'il amène le mandat à 6 ans, cela va lui donner l'opportunité de pouvoir se représenter et faire 2 autres mandats. Donc c'est l'une Diallo qui est de l'UFDG, par exemple, ne l'entend pas de cette oreille. Et c'est le point de vue de l'ensemble de la classe politique guinéenne qui pense que vraiment il a fait son temps, il a fait ses 2 mandats, il doit partir. Il a 81 ans, vraiment il est temps qu'il parte. Il a fait ce qu'il a pu. Il a peut-être tiré la Guinée vers le bout pour qu'il ne puisse pas remettre tout cela à plat. Vraiment il est temps qu'il quitte le pouvoir parce qu'il a déjà pratiquement fait ses 2 mandats. Oui, Magan, depuis son arrivée en 2010, Alpha Condé s'est toujours exprimé sur la nécessité de faire un toilettage au niveau de la Constitution. Il dit que c'est une corporation d'intérêt au niveau de la Constitution. Donc c'est pas nouveau le fait qu'il veuille une nouvelle Constitution pour la Guinée. C'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Non. Moi, je crois que le problème, c'est pas le changement de constitution. Le problème, c'est sa position à lui. Parce que les gens savent qu'en changeant de constitution, comme Badou vient de le rappeler, il y a des dispositions qui peuvent lui permettre, je parle toujours, qui peuvent lui permettre de briguer 1, 2 autres mandats. Là, lui, aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Il n'a qu'à se prononcer, il n'a qu'à dire qu'il n'est pas candidat pour un autre mandat, et puis c'est tout, et puis il va voir. Moi, je crois que c'est aussi simple que ça, quoi. C'est pas une question de changement de constitution. Peut-être qu'il faut aller au vote, au référendum, non? Oui, le principe de la démocratie exige que pour de telles circonstances, c'est le référendum qui est fondamentalement la voix du peuple, donc la consultation populaire sur des questions d'intérêt national. Mais le problème, c'est qu'il y a la méfiance entre les différents acteurs politiques, parce qu'il y a l'histoire récente, que ce soit en Guinée, que ce soit dans d'autres pays, qui fait que chaque fois qu'un chef d'État africain veut réviser la Constitution, il y a une forte suspicion des mandats. Et malheureusement, la plupart de ces changements, même si ces chefs d'État expriment la volonté, comme vous le disiez tout à l'heure,
interviennent à la fin des mandats, donc renforce cette suspicion d'autre chose. Et je suis d'avis avec Makan qu'il est important pour le chef d'État de lever l'équivoque. Mais est-ce qu'une déclaration aujourd'hui du président Condé serait suffisante? Là encore, je ne suis pas convaincu. Mais au-delà de la Guinée, tout ça rappelle aux chefs d'État africains, aux Africains tout court, la nécessité aujourd'hui d'aller vers des mécanismes supranationaux de contrôle et de garantie de la démocratie. On a depuis 1999 le protocole additionnel pour la démocratie et la bonne gouvernance, mais qui peine à s'appliquer parce que à la Guinée seule aujourd'hui, c'est difficile de sortir de cette situation qui induit déjà une instabilité institutionnelle. Donc, il y a eu à Abuja une réunion, une conférence des chefs d'État qui a pris fin hier, et j'étais étonné de voir que la CEDEAO n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation aujourd'hui en Guinée. Le problème, c'est que l'impression que j'ai, c'est comme si Alpha Condé voulait faire valider une lettre confidentielle. C'est comme s'il présente à un peuple... Non, mais excusez-moi, c'est peut-être pas... Vous savez, je connais un peu la Guinée, je connais bien Alpha Condé, c'est quelqu'un que j'ai tutoyé à l'époque quand il était grand opposant, et dont je suis plus libre d'en parler que vous, si vous voulez. Donc, c'est comme si c'est un document confidentiel qui veut faire valider par le peuple. Mais bon sang, son ancien ministre de la Justice avait démissionné. Qu'est-ce qu'il a dit en démissionnant? Qui n'avait pas été associé à l'élaboration du document. Donc on vient d'apprendre que le nouveau ministre de la Justice a été techniquement associé, mais qu'on sorte le document et qu'on voit si dans le document il se représente ou pas, ou s'il modifie le mandat ou pas. Donc il y a une crispation due essentiellement au fait que le président de la République de la Guinée n'a pas la démarche qu'il faut. Et donc, on est dans l'expectative. Donc, vous avez un peuple qui est braqué, il y a des pour, des contre, d'autres qui pensent qu'il veut se représenter, d'autres qui disent non, mais on n'a jamais dit pour le moment qu'il veut se représenter. Mais arrêtons de croire que c'est une lettre confidentielle qu'on veut soumettre à un référendum. Il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Oui, que vous voyez. Badou Baba disait tout de suite que la CEDEAO n'a pas pris la mesure du chaos qui pourrait s'installer. On peut peut-être abonder dans le même sens, puisqu'en 2 mois de contestation, il y a eu plus de 20 morts. Et peut-être dans les jours à venir, les semaines à venir, si la communauté régionale et internationale ne s'implique pas, ça pourrait être pire, on ne le souhaite pas. La CEDEAO, la communauté internationale, est-ce que la communauté internationale, la CEDEAO, ces deux structures ont la latitude de pouvoir contraindre Alpha Condé vraiment à revenir sur sa décision de réviser la Constitution? C'est la question que moi je me pose. Dans la mesure où même au sein des pays de la CEDEAO, il y a des chefs d'État qui sont en train de se comporter comme Alpha Condé. C'est ça le problème fondamental. Donc moi je dirais tout simplement que Alpha Condé, il n'a qu'à voir son passé d'opposant. Il a quand même séjourné en prison. Donc, il est sorti de prison, il est devenu président de la République. C'est un sage, il a 81 ans. Vraiment, qu'il cesse de vouloir modifier coûte que coûte cette constitution rubis sur ongle. C'est le pas du tout normal. Parce que vous étiez à l'époque très jeune, dans les années 90. Alpha Condé a participé à un grand séminaire à Dakar sur la limitation des mandats. Et peu le savent, parce qu'on ne rappelle pas ça. Et il était partisan, acharné de la limitation des mandats. Bon, maintenant, là, on ne peut même pas dire qu'il est candidat ou à un 3e mandat, puisqu'on ne le sait pas. Donc, il faut qu'on arrête de faire penser que c'est un courrier confidentiel qu'on veut soumettre à un référendum. Un référendum est toujours populaire. Donc, ce n'est pas dans une semaine qui va sortir, qui va dire voilà ce que je veux. Mais qui sortent, qui disent carrément voilà ce que je veux. Et ça, c'est mieux que de rester dans l'expectative. Vous avez parlé de 20 morts, je n'avais pas le chiffre, par exemple. Il n'a pas lutté pour ça quand il est venu au pouvoir. Il rêvait d'être Mandela et d'être Obama. Il faut avoir une crainte qu'il ne soit devenu ni Obama, ni Mandela. Oui, Makakone, c'est peut-être ça le paradoxe, peut-être même avec le professeur Alpha Condé, puisque lui-même il a été médiateur dans les crises au Togo, en Guinée-Bissau, et on ne comprend pas cette volonté de peut-être s'accrocher, même si ce n'est pas encore prononcé, que la crise puisse partir à cause de lui. On ne pourrait pas le comprendre et lui pardonner surtout.
Non, du tout. Surtout, vous avez, Serge a carrément résumé la situation de l'homme lui-même pour vous dire que... Et puis, peut-être à la limite même de tous ces gens qui se battent pour accéder au pouvoir. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au pouvoir, ils disent tout est beau, tout est rose et tout, mais... au contact avec le pouvoir, c'est autre chose. Vous avez vu quand il y a eu 2 présidents, Nicéphore Soglo et Boissadio, qui étaient là-bas récemment. Quand Nicéphore Soglo est rentré, vous avez vu quand il a parlé de patrimoine et tout, mais ils l'ont pas raté. C'est pratiquement tout le gouvernement guinéen qui l'a répondu. Or, moi je crois que quand Nicéphore Soglo se prononce comme ça sur un sujet aussi sérieux, c'est que veut dire franchement, il a découvert des choses qui sont dangereuses pour l'avenir même de la Guinée. Oui, Baba, malheureusement, la situation sur le terrain est en train de se radicaliser. Les principales communautés, les 2 principales communautés, chacun se replie sur la sienne. Et ça peut être un risque majeur à l'avenir aussi. Oui, surtout que par le passé, des consultations électorales ont donné l'occasion justement à une forte manipulation ethnique à des fins politiques. Donc c'est pourquoi je parlais de risques importants en Guinée aujourd'hui, politico-institutionnels, mais également sur la cohésion dans ce pays-là. Donc cette situation va davantage exacerber cet équilibre fragile qui avait été trouvé dans le pays il y a quelques années. Oui, puis Serge, j'ai suivi certains débats et quand on les écoute, souvent ce n'est pas la force des arguments, mais chacun se range derrière son parent. Oui, mais ça peut être le danger. Mais c'est dramatique, et c'est ce que je dis en ce qui concerne la Guinée. C'est que le Alpha, son rôle à lui, compte tenu de son histoire, de son itinéraire, et c'était de mettre le pays sur les rails. On parle de développement, où il a fait des... C'était de dire, c'est quoi la démocratie? On est dans un pays où chacun doit être libre de s'exprimer, où on ne doit pas faire la politique en tenant compte de... Il y a une expression qu'on utilise là-bas, c'est l'ethnostratégie, par exemple. On fait de la politique en se basant sur l'ethnie, par exemple. Est-ce que vous voyez, c'est pas possible. Dernier thème de ce débat du dimanche, le Mali. Les travaux du dialogue national inclusif ont pris fin ce dimanche avec une photo, une historique photo. Les présidents Ibrahim Boubacar Keïta et Amadou Toumani Touré aux côtés des facilitateurs, aux côtés donc du triumvirat, les facilitateurs du dialogue national inclusif. Ensemble, ils ont entonné l'hymne national, un extrait que nous écoutons ici. Aujourd'hui, au Mali de demain, les chanteries d'espérance. Voilà, Badou Sidi Koba, certains disent que c'est l'image qui retient du dialogue national inclusif. D'autres vont loin en parlant de 4 résolutions ou même des principales conclusions qui ont été édictées au cours de la rencontre. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ce dialogue national inclusif? Moi, ce que je retiens de ce dialogue avant de rebondir sur les résolutions, c'est d'abord 2 facteurs essentiels. La venue surprise de l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui a chanté l'hymne national avec l'actuel président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta. Le deuxième facteur, c'est l'absence d'une partie du Front pour la sauvegarde de la démocratie, c'est-à-dire l'opposition qui est incarnée par le chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé. Parmi les résolutions, d'abord, il y a la question des élections législatives, parce que les participants ont souhaité que les législatives puissent avoir lieu, parce qu'on a prolongé quand même le mandat des députés 2 fois. Ensuite, il y a la question du référendum. Ensuite, il y a la modification de l'accord d'Alger. Au-delà de cela, on a parlé des questions de jeunesse, etc., etc. On a parlé des questions de sécurité et autres. Certains ont même proposé que l'armée soit redéployée sur l'ensemble du territoire national, qu'on désarme toutes les milices. Donc voilà des résolutions, entre autres, qui ont été prises. D'ailleurs, si vous écoutez le discours du président de la République, il dit que le dialogue national inclusif doit être la boussole qui doit guider le Mali nouveau. Mais à défaut d'avoir un récit national commun sur le pays en général et sur la situation de crise, je pense qu'avant d'arriver aux résolutions, c'était quand même 8 jours d'intenses discussions, souvent avec beaucoup de passion, mais souvent aussi avec des propos plus ou moins sincères. Donc c'était peut-être une ultime occasion pour que les Maliens s'approprient véritablement la crise que le pays connaît, mais également les voies et moyens pour sortir de cette crise-là.
Les résolutions, ça c'est peut-être le déficit de communication, parce que quand on prend seulement les résolutions et sans l'historique de ces résolutions, n'ayant pas suivi les discussions, c'est très difficile à comprendre ces résolutions-là. Elles reposent sur un ensemble de débats qui a lieu tout au long de ce dialogue-là, et véritablement l'impression que les gens avaient des choses à dire, et les gens ont dit des choses. Et les gens estiment aujourd'hui que ces solutions, sans être la panacée de la crise, pourraient permettre d'atténuer la situation que le pays connaît. Donc, à partir de ce constat, c'est important de percevoir le dialogue non comme la finalité d'un processus, mais véritablement comme le début de quelque chose. Le début d'abord de cette appropriation nationale de la sortie de crise, mais également le début de mécanismes qui pourraient permettre d'atténuer la dégradation. Comme vous venez de le dire, le dialogue a vécu. Mais je crois que le véritable travail, c'est maintenant qu'il commence. Et donc je me dis, c'est aujourd'hui qu'à travers ces résolutions et tout, Baba vient de là, les gens ont parlé, ils ont dit des choses, ils ont dit beaucoup de choses qui réellement, véritablement, si elles sont prises au sérieux, c'est-à-dire adoptées, en tout cas mises en œuvre, step by step, comme disent les Anglais, étape par étape, peuvent nous sortir de cette crise. Donc aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire comme la conférence d'entente nationale, il ne faut pas mettre tout ça dans un tiroir, il faut rapidement s'atteler à la mise en œuvre du mécanisme indépendant de suivi et d'évaluation. D'ailleurs, soit dit en passant, je crois qu'on peut continuer encore à démarcher tous ceux qui ne sont pas venus pour qu'ils soient dans ce mécanisme, parce que, en fait, être dans ce mécanisme est plus important qu'être au dialogue, parce que vous verrez, vous pourrez suivre régulièrement la mise en œuvre de toutes ces résolutions et tout. Donc c'est important qu'ils soient là. Mais vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais répondre à la question que vous avez posée à Badou par rapport à ce que j'ai remarqué essentiellement. Moi, j'ai vu le gouvernement, c'est l'une des toutes premières fois, presque en entier, être là pendant toutes les plénières. Le Premier ministre à sa tête. Donc je crois que c'est important, ça donne quand même de la crédibilité, du sérieux à la rencontre en question. D'accord. Moi, ce qui m'a frappé, la chose vue, c'est les conditions de travail de la presse. On a travaillé librement. On allait partout, on assistait à tous les débats. Moi, j'ai des collègues qui ont couvert des dialogues au Cameroun, où ils n'avaient pas accès à la salle, tu vois. Bon, et c'était vraiment, ça il faut le dire, on avait les documents, le secrétariat fonctionnait. Ça, c'était vraiment impressionnant. Et ça fait oublier des couvertures médiatiques comme le procès de Sanogo à Sikasso à l'époque où les journalistes ne pouvaient pas travailler. C'était une condition horrible, j'en ai gardé un terrible souvenir. Donc là, il faut quand même rendre hommage aux organisateurs. On avait les documents, ça c'est très important. En plus, la parole était libre. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec un peu... Tout le gouvernement était là. Le Premier ministre, plus que les autres. J'ai vu des ministres sortir pour aller boire un verre d'eau, pour faire autre chose. Le Premier ministre, lui, il était là. Donc, il y a... Franchement, ce que moi, j'ai vu, c'était des gens qui parlaient librement. C'était pas des passes millimétrées, voilà. Donc, franchement, je trouve que les gens... Ouais. Maintenant, évidemment, l'opposition n'était pas là. Ça pose problème, parce que la vie politique dans un pays, le barigot politique, c'est la majorité, c'est l'opposition. Mais en plus, autre remarque comme ça, c'est Pinochet, l'ancien Premier ministre. Il ne me verra plus, pas de sitôt, c'est pour ça que je l'appelle Pinochet ici. Il était magistral, il avait un côté féodal, il avait de l'humour, il avait de l'autorité. Et c'est de ça qu'on peut rêver pour un débat. De très indépendant d'esprit. Et puis, évidemment, les rebelles aussi. Les ex-rebelles, très articulés pour certains, et il y avait un consensus dans ce que j'ai vu. J'ai été vraiment émerveillé par la forme de l'organisation de ce dialogue. On a cru entendre Maître Konaré quand vous avez dit les rebelles. Non. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas là, parce qu'il est un peu gêné de la réussite du dialogue. Ok. Mais Barou, les débats étaient vifs, sincères, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans l'objectif de communication, puisqu'on a résumé le dialogue autour de 4 résolutions. Et moi, j'ai écouté, j'ai vu un document de Choguel Maïga qui pense qu'il n'y a rien de nouveau. Par exemple, il a décortiqué la tenue des élections législatives avant mai 2020. Il dit que c'était déjà dans l'accord politique de gouvernance. Le référendum, il pense également qu'il n'y a rien de nouveau. La relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation, Choguel pense que le président IBK l'avait déjà abordé en septembre 2019. Et le retour de l'armée, il pense également que ça, c'est un souhait de l'ensemble des Maliens. Pour lui, par rapport à ces 4 résolutions, il n'y a rien de nouveau. Bon, il faut comprendre Choguel parce qu'il est de l'opposition quand même, donc c'est son bon droit de critiquer le dialogue national inclusif, il est dans son rôle. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que par rapport à ce dialogue, certains se sont prononcés, par exemple par rapport au découpage administratif. Si vous demandez certains participants, ils vont vous dire, mais au lieu d'organiser les élections législatives, il faut rendre
effectif le découpage administratif. Vous savez que récemment, on a créé de nouvelles régions. Donc, les nouvelles régions n'ont pas été formellement délimitées pour qu'on puisse connaître le nombre de députés par circonscription. Au-delà de cela, il y a un facteur quand même qui m'a beaucoup, qui a attiré mon attention. Le vendredi, on a vu Maître Arun Touré quand même, qui a présenté des excuses au nom de la plateforme et de la SEMA. Après, il y a eu certains ont dit qu'ils ne l'ont pas mandaté. Bon, vraiment, c'est quelque chose quand même qui m'a plu, mais aussi qui m'a tiqué aussi. Oui, Baba Dakono, par rapport à ces 4 résolutions, puisque nous avons personnellement assisté à certains débats, il y a eu des propositions pertinentes. Par exemple, la cessation de nommer les officiers de l'armée dans des postes administratifs, par exemple, ou même l'impossibilité pour les médecins d'ouvrir des cliniques privées. Il y a eu beaucoup de résolutions pertinentes comme ça, mais qui ne figurent pas parmi les 4 signalés par peut-être les spécialistes de la communication du dialogue. Il y a eu à l'interne, dans l'antichambre, beaucoup de résolutions pertinentes. Peut-être qu'il faut mettre le curseur dessus. Sinon, en axant les choses sur ces 4 résolutions, c'est comme si voilà, il y a eu des insuffisances, quoi. Effectivement, c'est pourquoi j'ai parlé de déficit de communication. Quand on part directement aux résolutions sans avoir toute l'historique derrière, c'est pas évident de saisir la portée des discussions qui ont lieu. Et je crois que Matin a rappelé un élément qui est aussi important. C'est que les discussions en plénière se sont passées souvent, dans les travaux de groupe, se sont passées en présence des membres du gouvernement. Et les gens ne se sont pas gênés à pointer du doigt les insuffisances dans la gouvernance, y compris d'un point de vue sectoriel. Donc, on n'a pas hésité à pointer du doigt les insuffisances dans le secteur de l'éducation en face du ministre de l'Éducation, donc qui, on espère, a pris bonne note. Donc, il y a les résolutions du dialogue, il y a ce qui doit être fait en termes de mécanismes de suivi, il y a également ce que les gens ont dit de leur compréhension, parce que c'est très important d'appréhender le point de vue, la perspective de ceux qui sont censés bénéficier du service public par les administrateurs. Et je pense qu'au-delà de ça, par exemple, vous avez dit tout à l'heure par rapport à la résolution ou les résolutions, le fait que l'ancien ministre Meiga soit revenu pour dire qu'il n'y a rien de neuf. La nouveauté, c'est dans les discussions. Par exemple, la question des élections législatives, c'est vrai qu'elle est abordée dans l'accord politique, mais les participants au cours de ce dialogue ont insisté, ont présenté avec insistance la nécessité de faire ces élections législatives-là avant les réformes institutionnelles qui sont également une partie des résolutions. S'agissant de ces réformes institutionnelles, par exemple la révision de la Constitution, là encore ça n'apparaît pas dans la résolution, mais il y a toute une batterie de mesures que les gens ont presque exigé avant d'arriver à cette révision constitutionnelle. Donc oui, il y a un déficit de communication qui fait que si on fait une lecture des résolutions sans avoir l'historique et sans avoir lu le rapport, c'est très difficile de comprendre. Quel mécanisme institutionnel sert, Daniel, pour accompagner le dialogue? Un gouvernement juste après? Je pense que maintenant, le Premier ministre Boubou Cissé, je pense qu'il sort renforcé du dialogue. De sa posture d'abord, parce qu'au sein de la majorité, il n'a pas été déstabilisé. Personne n'a hébergé. Bon, il y a 2 ou 3 ministres qui aimeraient bien être à sa place, mais ça c'est normal, c'est le coût normal de la vie dans un marigot politique, où il y a des caïmans. Mais je pense qu'il sort renforcé du dialogue et que, logiquement, il doit pouvoir faire une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on va avoir un remaniement? Je sais qu'il y a des dispositions où les rebelles ou les groupes armés, les ex-rebelles, les ex-rebelles et la plateforme, je pense qu'ils sont a priori d'accord. Je pense que la CEMA souhaiterait avoir 3 postes, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a pas trop, et la plateforme, combien de postes, etc. Ça peut se discuter. On peut aller vers un remaniement. Ça, c'est pas du tout exclu d'après ce que l'on apprend. Mais ça dépend évidemment de l'agenda du président de la République. Très rapidement, je voulais dire une chose. Ce n'est pas parce qu'il y a eu dialogue national qu'on a réglé la crise post-électorale. Si c'était ça, on aurait déjà réglé la crise après la conférence d'entente nationale. Ça s'est passé au même endroit, si vous vous souvenez, mais c'était quand même un moment, une respiration des démocratiques où on a pu s'exprimer. Maintenant, il y a eu au sein des plénières des discussions, par exemple, sur la négociation, la nécessité de négocier avec Koufa et Yad Arali. Moi, j'ai entendu tout le monde le dire, mais il n'y a pas eu de résolution, par exemple, pour dire voilà ce qu'il faut faire. Et enfin, pour terminer, vous avez montré une très belle image tout à l'heure où on voit le président
ATT, le président Ibeka, d'ailleurs, ATT, quand on fait attention, son boubou est tellement majestueux qu'on a l'impression qu'il veut prendre encore la place de Ibeka. Tout à fait. Badou Sidi Koba, en quoi ce dialogue national inclusif peut impacter sur la situation actuelle du pays et de façon positive? Bon, de façon positive, quand même, il y a eu 3000 participants qui sont venus de tous les horizons, qui se sont exprimés, qui ont donné leur point de vue. Même les ex-rebelles du Nord qui, au départ, étaient réticents, sont venus. Il y a eu du bruit autour de la question de l'Azawad. Le hic qui fait tilt, c'est qu'après, vraiment, ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Par exemple, Moussa Agataer a enfin reconnu qu'il est malien. Donc, il est issu du Mali. Il est un Malien tout court. Donc, c'est des déclarations vraiment qui nous ont donné une certaine assurance. Mais au-delà de ça, il faut que le président de la République veille à ce que les résolutions de ce dialogue national inclusif soient appliquées. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire, le dialogue national, il est bien beau de faire un dialogue national inclusif, mais il faut appliquer les résolutions de ce dialogue pour que nous puissions sortir de cette impasse-là. Oui, Magankone, ça doit peut-être faire partie des déclarations de ce dialogue, la déclaration de Moussa Agataer qui dit que la question d'indépendance est derrière nous. Ça règle beaucoup de choses, tout à fait. Ouais. Ouais, comme tu l'as dit, c'était déjà réglé dans l'accord. C'est pourquoi on en a parlé, aussi de la révision de l'accord et tout. C'est pourquoi il faut que l'accord soit révisé s'il doit l'être et qu'on commence à voir comment il peut être mis en œuvre. C'est important parce que depuis qu'ils ont signé, depuis le 15 mai, ils ont renoncé à tout ce qui est sécession et tout, quoi. Maintenant, je voulais dire que Serge l'a rappelé, je vais insister dessus. C'est vrai, le dialogue ne va pas résoudre nos problèmes. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une rupture. C'est pourquoi moi j'ai insisté sur le comité, comment on appelle, le mécanisme indépendant du suivi. Maintenant, pour la stabilité, moi je crois que pour la stabilité et pour que tout ça aille de l'avant, il est bien qu'on ait aussi une certaine stabilité institutionnelle parce que ce sont ces ministres et tout, certains qui vont être appelés à mettre en œuvre les recommandations. Dans la foulée de ce dialogue national inclusif, il y a eu une cérémonie de prière à la grande mosquée de Bamako, cérémonie au cours de laquelle il y a eu un pardon de la part de Maître Touré. Le sujet a inspiré encore une fois Freddy Matar Silla. On voit la caricature tout de suite sur le dialogue national. Voilà. Le bon record d'un pardon à la forme plate et sématique. Président, nous, SEMA et plateforme, nous demandons le pardon à tous les Maliens. Dixit, quelqu'un qui ressemble à Maître Touré. Et à côté, voilà, on a l'impression que c'est Ould Sidati. Hey Haruna, qui t'a donné mandat pour parler en notre nom. Aïwa, ces propos n'engagent que toi. Et le président nous, SEMA et plateforme, demandons donc pardon. Baba Dakono, peut-être après le pardon de Maître Haruna Touré, on a vu ce communiqué, on ne sait pas s'il est authentique de la SEMA, qui affirme que ça n'engage pas tout le monde. Oui, effectivement, et ça, ce sont peut-être les petits bémols en off de ce dialogue national inclusif. C'est vrai que, comme je le disais, ça a suscité à certains égards beaucoup de passion, peut-être des attentes élevées à certains niveaux. Et dans la foulée de ces attentes, de cette passion, des choses ont été dites. Oui, effectivement, la CMA a fait un communiqué pour rappeler que la personne qui a présenté, pardon, même si cette personne semblait être sincère dans son propos, n'engageait que la personne et non le groupe. Mais je pense qu'au-delà de ça, ça a soulevé aussi la question du processus de réconciliation nationale et les différentes étapes, donc le séquençage dans les différentes étapes qui doivent intervenir dans le cadre de ce processus. On sait que depuis 2013, il y a eu cette commission Vérité, Justice et Réconciliation au moment de la transition qui a été reconduite après l'élection du président Keïta. Mais véritablement, aujourd'hui, il est important d'appréhender qu'une réconciliation nationale ne peut être bâtie que si les étapes du processus sont respectées. Ça, il faut d'abord des espaces comme ce dialogue national inclusif où les gens se disent les vérités, que les gens acceptent ces vérités, que les gens par la suite soient rétablis chacun dans ses droits, donc la justice, et seulement après ça le pardon pourrait intervenir. S'il intervient avant, il y a le risque que les victimes d'aujourd'hui deviennent les bourreaux de demain. Magankone, peut-être ce pardon, on aurait peut-être dû travailler là-dessus assez sérieusement, puisque c'était possible, hein, dès lors qu'on est parvenu à avoir tous les ex-rebelles à Bamako
Bamako pour un accord pour la paix et la réconciliation, autant on était capable d'avoir un pardon inclusif, dans lequel tout le monde allait se reconnaître. Est-ce qu'à ce niveau, on n'est pas allé un peu vite en besogne, puisque ça pouvait être reçu, ça pouvait être un pardon inclusif dans lequel tout le monde se reconnaît, et il aurait fallu mieux travailler là-dessus. Ça pose la question même excusez-moi, du désordre même dans tout ce qui se passe dans notre crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache exactement qui doit faire quoi. Même la prise de parole par rapport au sujet aussi important, il faut qu'on détermine clairement qui doit se prononcer sur tel sujet, qui doit prendre ses responsabilités. Apparemment, c'est des gens de bonne volonté qui ont dû prendre des décisions de ce genre, qui ont organisé un peu une séance de prière et puis quelqu'un se lève prendre la parole comme ça. Or, c'est quand même un sujet, comme vous venez de dire, extrêmement important. Il aurait dû être bien préparé et tout. Donc, désormais, il faut que les gens sachent que personne ne peut pas évoquer la question, n'importe quelle question comme il veut, quoi. Ouais. Mais très rapidement, parce que je suis pas intervenu là-dessus, mais en fait, c'est pas la CEMA seule qui a fait un communiqué. La plateforme aussi a fait un communiqué. C'est-à-dire les groupes d'armées pro-gouvernement et donc l'ex-rébellion. Donc, pour dire, mais en fait, les communiqués sont quand même nuancés, parce qu'ils approuvent quand même la démarche de la prière, mais je pense qu'ils estiment que ça doit être plus solennel. En fait, on est dans un pays où on finit toujours par demander pardon. Le problème, c'est pas de demander pardon, le problème, c'est de savoir si le peuple accepte le pardon. Ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient Baba Dakono, chercheur à l'ISS Bamako, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelle Libération, Badou Sidikoba, directeur de publication de Carrefour, Serge Daniel, journaliste écrivain. 21h politique, le débat avec Robert Dissa, qui reçoit le professeur Issa Ndiaye et Chekna Kamara des bâtisseurs. Ils vont parler des sociétés civiles en Afrique. 21h politique, le débat avec Robert Dissa. Quant à nous, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain. Voilà, si tout le monde est là, puisque c'est la période des fêtes, pour un autre débat sur Africable Télévision. À la semaine prochaine, Inch'Allah.